plein milieu de cette série de conférences. Nous avons déjà eu une séance introductoire. Ensuite, nous avons accueilli Jean-Daniel Matet de Paris. Ensuite, Ernest Falzeder de Vienne. Aujourd'hui, nous aurons François Ansermet. Comment présenter François Ansermet, professeur de pédopsychiatrie à Genève et qui revient au canton de Vaud en tant que peut-être aussi psychanalyste de notre école, de la SREF et de l'APLS, et qui va nous parler sur ce texte sur la confusion des langues et sur la jouissance et le traumatisme. Mais peut-être avant, je laisserai Marlène Bellilos qui va nous lire un petit extrait d'un texte de Ferenczi. Alors, pendant que la tourne le texte, je vais peut-être juste vous situer où on se trouve en fait dans le parcours de Ferenczi en quelques mots. Donc nous avons vu ensemble un Ferenczi très volontariste dans toute cette période dite de la méthode active, où il voulait absolument intervenir de manière à ce que le patient puisse se libérer de sa parole, exprimer ses fantasmes. Enfin, il n'hésitait pas à intervenir directement dans la séance. Ensuite de ça, là, nous arrivons dans cette période avait été qualifiée par Ferenczi lui-même comme sa période dite sadique. La dernière période, qui est celle d'aujourd'hui, avant que nous en arrivions après avec la fin du parcours de Ferenczi, qui est, si on peut dire, la non-fin de son analyse, puisque en fait, son transfert à Freud s'arrêtera jamais, et Freud écrira donc à la fin, après la mort de Ferenczi, ce fameux texte qui s'appelle Analyse finie, infinie, terminable, interminable, enfin bon, ce fameux texte dans lequel en fait il parle directement de Ferenczi et de ce transfert qui ne se termine jamais, une position que Ferenczi a prise dans la cure où il demande tout le temps quelque chose à faire. Voilà, il n'arrive pas à accepter, comme on dirait, la castration. Donc, cette dernière ça, quand on parlera de la fin de l'analyse, ce sera une séance qui aura lieu donc au mois de juin avec Serge Côté, et on parlera également donc de la passe, qui est donc à l'école de la cause freudienne une autre manière de finir son analyse et en fait d'essayer de nouer, comme on dit, imaginaire, symbolique et réel, et effectivement d'accepter la fin du transfert. Bon, pour le dire un peu schématiquement. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une période de Ferenczi que moi je trouve vraiment assez particulière. Alors hier, on m'a dit que j'étais un peu trop, on en a un peu discuté, un peu trop caricatural par rapport à Ferenczi, que je lui mettais un entonnoir sur la tête. On va voir. En fait, Ferenczi, dans cette période-là, de ce texte qui s'appelle Confusion des langues entre l'enfant et l'adulte, est un Ferenczi qui, de l'avis de tous les commentateurs, en fait, revient un petit peu à la neurotica de Freud abandonnée dans la fameuse lettre à Fils en 1897, qui est la réalité des traumatismes subis. Vous savez que donc Freud, à un moment, arrête cette neurotica et effectivement va donc développer ce qu'on appelle effectivement le fantasme. Mais il y a quelque chose effectivement qui s'est fait, on ne sait pas, mais qui effectivement introduit Freud au fantasme. Alors, c'est assez étonnant de trouver un Ferenczi à la fin, 1932, il est mort en 1933, avec ce texte qu'il veut absolument aller lire dans un congrès en septembre 1932 à Wiesbaden. Et Jones et Ettingen
bons compagnons de route avertissent Freud et lui disent surtout pas. Il faut censurer et arrêter la marche de Ferenczi. Freud, par un télégramme, après avoir lu le texte, dira inoffensif et bête, le texte. Et il dira il faut le laisser faire. Et Ferenczi fera cette intervention. Voilà. Alors, juste un petit. Je ne sais pas les lunettes, Attends, je les ai là. C'est gentil. Voilà. Alors, juste pour vous donner un tout petit, aperçu de ce texte de Ferenczi. Voilà. Alors, Ferenczi, effectivement, veut prendre une position maternelle tout d'un coup par rapport à ses patients. Il veut même, donc il arrivera jusqu'à ce qu'il appellera l'analyse mutuelle. Donc, il s'analyse en même temps que les patients. Voilà. Donc ce qu'il pointe, c'est la soumission de l'enfant par rapport à l'adulte. Les parents et les adultes devraient apprendre à reconnaître, comme nous analystes, derrière l'amour de transfert, soumission ou adoration de nos enfants, patients, élèves, le désir nostalgique de se libérer de cet amour opprimant. Si on aide l'enfant, le patient ou l'élève à abandonner cette identification et à se défendre de ce transfert pesant, on peut dire que l'on a réussi à faire accéder la personnalité à un niveau plus élevé. Voilà. Donc, cette position, cette nouvelle orientation de Ferenczi l'amène pratiquement à aider ses patients à raconter des traumatismes subis ou pas, mais surtout à vouloir colmater quelque chose de cette blessure. Voilà, pour le dire un peu rapidement. Alors, c'était l'occasion de demander à François Ansermet de nous introduire justement à ce que Lacan, avec l'univers du discours, à ce qu'est effectivement, la question n'étant pas de savoir si oui ou non il y a des traumatismes, parce que c'est vrai qu'il y en a, bien entendu, mais comment effectivement entendre cette parole de l'enfant et qu'est-ce qu'il y a dans cette parole, quelle est cette jouissance qu'il y a dans cette parole. Est-ce que c'est de la vérité que cherche Ferenczi, ou de la jouissance? Enfin voilà. François, okay. Bon, merci. Voilà, donc je vais vous présenter 2 ou 3 remarques sur ce texte fondamental dans l'œuvre de Ferenczi, qui est Confusion de langue entre l'enfant et l'adulte, qui joue une place aussi tout à fait centrale, d'une part par rapport à la clinique du traumatisme et de la réalité traumatique, et des abus sexuels, en particulier envers les enfants. Enfin, c'est un texte auquel souvent les gens peuvent se référer, puisqu'il y a cette idée d'une confusion de langue entre le langage de la tendresse et celui de la passion, qui est à la base de quelque chose qui se passe de façon traumatique pour les enfants. Vous savez que c'est une question toujours d'actualité, dans la mesure où une caresse, un soin, tout geste qui met en jeu, en particulier le corps de l'enfant, mais aussi dans la parole, peut être source d'un événement traumatique. Au fond, les soins corporels à l'enfant ne sont pas forcément dissociables de ce que Ferenczi appelle la passion. Qu'est-ce qu'est la tendresse? Qu'est-ce qu'est la passion? Qu'est-ce que c'est ces distinctions? Ça, c'est un des points qui fait que ce texte est souvent cité, souvent repris, qu'il est très discuté. Et l'autre point qui est central dans ce texte, c'est celui, finalement, de ce que Ferenczi appelle l'hypocrisie professionnelle,
c'est-à-dire la façon dont l'analyste ne reconnaît pas son implication et son identification dans le processus de la cure et clinique, et comment, au fond, les passions de l'analyste ou le déni des passions de l'analyste peuvent venir perturber le cours de la cure. Et donc, c'est un texte originaire, fondamental sur la question du contre-transfert dans la clinique. Donc je crois que c'est ces deux points qu'il faut aborder pour lire ce texte et ce temps de la correspondance, la question du traumatisme et la question du contre-transfert. C'est important cette histoire du contre-transfert, je commencerai par ça, dans la mesure où la subjectivité, quelle est la place que pose, la question que pose ce texte, avec énormément, comment est-ce qu'on peut dire, de force et même presque un peu caricaturale, c'est comment la subjectivité de l'analyste compte ou ne compte pas dans le processus de la cure. Et vous savez que tout un courant s'est développé qui donne une place centrale au contre-transfert. L'orientation lacanienne critique la position du contre-transfert. La définition de Lacan du transfert, c'est que le transfert implique le désir de l'analyste et le désir de l'analysant, que les deux sont inclus dans la définition du transfert. Freud n'a au fond utilisé qu'une seule fois le terme contre-transfert. Il n'est pas présent dans l'œuvre freudienne, et que l'analyste est plutôt en position d'objet cause du désir, c'est-à-dire plus en position d'objet qui met en jeu le fantasme du sujet, que en position de sujet. Et quand l'analyste devient sujet, dit à mon avis, moi je pense que, vous savez, c'est comme vous, ou des choses de ce type, il fait une intrusion, une confusion de langue dans la façon dont certaines orientations, dans l'orientation lacanienne le verrait. Donc la pente du transfert, selon Lacan, c'est d'aller vers l'identification. Le transfert va vers l'identification. Et la version lacanienne de la cure, c'est de dire que le désir de l'analyste va vers la différence absolue, va à contrario de l'identification. Et que pour que la cure analytique fonctionne, il faut aller contre la pente de l'amour de transfert qui va vers l'identification. Donc il faut réintroduire cette différence absolue. Qu'est-ce que c'est que l'introduction de cette différence absolue pour Lacan, en particulier dans le séminaire 11 en 64, c'est le désir de l'analyste. Le désir de l'analyste va dans le sens contraire du mouvement spontané du transfert. Donc il y a des analystes, pour parler simplement, qui sont pour le contre-transfert et des analystes qui sont contre le contre-transfert. C'est un débat que je dirais être plutôt celui de la dimension de l'amour et de la place de l'idéal dans la cure analytique et la place de l'identification dans la cure analytique. Pour certains, elle joue un rôle, on verra avec Federici qu'elle joue un rôle central dans sa technique. Pour d'autres, elle amène une déviation de la cure et une impossibilité d'analyse du fantasme du sujet. Pour construire le fantasme du sujet, il faut que l'analyste se mette en position d'objet du fantasme du sujet, noué au sujet dans son fantasme. Objet qu'il ne connaît pas au début de la cure et qu'il va découvrir petit à petit de la construction. Pour qu'il le découvre, il faut qu'il se tienne dans la différence. C'est aussi présent chez Freud, qui donne une grande place à la différence. Je vous rappelle la définition de l'empathie que fait Freud, qui est une définition différente de celle qu'on donne aujourd'hui. L'empathie, c'est pas l'identification. L'empathie, disait Freud, déjà dans Psychologie des foules, l'analyse du moi, l'empathie, c'est la capacité d'imaginer l'autre comme totalement différent de soi. C'est-à-dire qu'il met en jeu dans l'empathie la différence. Ça, c'est une définition très, très intéressante. Alors là, on a un texte passionnant parce que, justement, à partir de l'hypocrisie professionnelle, à partir de toutes ces questions-là, ce texte met en jeu une grande question de l'analyse et une grande question de l'amour, c'est-à-dire le fait que le transfert est un amour véritable et que le transfert va vers une pente d'amour qui va vers l'identification.
Alors, on va voir comment Ferenczi a construit sa chose. Alors, je dirais qu'on peut avoir énormément de sympathie pour Ferenczi quand on lit la correspondance Freud-Ferenczi dans ces 3 dernières années de sa vie, en 31, 32, 33. Parce que tout analyste fait partie d'un groupe. Si on fait partie d'un groupe, on se dit qu'est-ce qu'on devient, quelle place on occupe. On n'a pas toujours un point de vue différentiel, comme certains l'ont, de regarder une école par rapport à une autre, une psychothérapie par rapport à une autre. Si on est avec Freud dans les années 30 et qu'on a effectivement, on peut savoir que Freud dit déconseille, donc Freud déconseille à Ferenczi de donner sa conférence. Brill, Heitigon ont trouvé celle-ci scandaleuse et voulaient absolument l'interdire, comme l'a dit Marlène. Hein? Et c'était justement cette conférence, les passions des adultes et leur influence sur le développement sexuel et caractériel de l'enfant, qui a été ensuite appelée confusion de langue entre les adultes et l'enfant. Freud dit effectivement, après avoir rencontré à Vienne Ferenczi, dit « Lu conférence Ferenczi » dans un télégramme à Heitigon, « Lu conférence Ferenczi, inoffensif, bête, sinon inabordable, impression désagréable. » Donc c'est vrai que si vous êtes invité par Jacques Lacan à donner une conférence et que vous recevez indirectement l'information que, je ne sais pas, quelqu'un que vous mettez en place, que Jacques-Alain Miller dit « Lu conférence de », bon, je ne vais pas mettre mon nom, « inoffensif, belle, sinon inabordable, impression désagréable », les choses se passent difficilement. Après, vous avez la description par Ferenczi lui-même de la rencontre avec Freud, que Marlène avait mis dans une annonce. Lors de ma visite chez le professeur Freud, je lui ai parlé de mes idées les plus récentes sur la technique. Le professeur a écouté ma présentation avec une impatience croissante et m'a finalement averti que je m'étais engagé sur une pente glissante et que sur différents points je déviais des usages et techniques classiques de la psychanalyse. Céder à ce point aux aspirations et désirs des patients, si authentiques soient-ils, mettra le patient dans une dépendance beaucoup plus grande à l'égard de l'analyste. L'analyste ne peut réduire cette dépendance que s'il décroche complètement et de façon sensible. Et il continue en disant, cet avertissement a mis fin à l'entretien. J'ai tendu la main pour un cordial adieu. Il se fait. En plus, c'était vraiment presque un adieu, puisque une année après, il était mort de son anémie. Le professeur m'a tourné le dos et il est sorti de la pièce. Donc ça indique vraiment là une coloration sur l'hypocrisie professionnelle, sur l'identification, sur son amour pour Freud, sur le lien entre amour et identification, qui est une dimension pathétique. N'est-ce pas ? Ce texte peut être lu aussi à travers cette relation si particulière qui est presque pénible à lire, surtout que Ferenczi, peu avant, n'est-ce pas, le 21 août 1932, dit qu'il renonce à sa candidature à la présidence, alors que Freud, encore à ce moment-là, insiste pour qu'il puisse présider le mouvement international. Et il dit, Ferenczi, que ça ne va pas du tout, qu'il ne se sent pas du tout à l'aise. Et il dit, je cite, « Je suis parvenu dans une passe résolument critique et autocritique. » Donc il était dans un moment de passe critique et autocritique. C'est quelqu'un qui réfléchit sur sa pratique, qui ose penser sa pratique et qui se trouve vraiment dans un moment difficile et d'un désaccord pratique. Ce désaccord pratique, il avait déjà commencé intérieurement. Je vous cite Freud qui résume un peu ce qu'il pense de Ferenczi le 19 mai 1932. Donc c'est une lettre que Ferenczi reçoit et c'est en septembre 1932 que Ferenczi va faire sa conférence. Et là il reçoit une lettre où il dit, Ferenczi répond à Freud en disant « Je dois honnêtement admettre qu'en parlant de mon activité présente en des termes tels que vie de rêve, rêve diurne, crise pubertaire, je voulais signifier, etc. » C'est-à-dire que Freud l'accuse de crise pubertaire.
il lui dit, mon pauvre Ferenczi, vous êtes à une phase qui ne va pas du tout, et vous êtes vraiment à un moment où il lui dit, on peut mettre un exergue du texte, Freud écrit, vous devez abandonner l'île des rêves où vous demeurez avec vos enfants fantasmatiques et vous mêlez de nouveau au combat des hommes. Voilà ce que Freud écrit à Ferenczi le 12 mai 1932. C'est-à-dire, arrêtez avec vos rêveries, avec le nourrisson savant, arrêtez avec ces fantaisies. On sait que le rapport de Freud dans ses correspondances est très passionnel aux gens. Jung, il lui a dit, allez voir dans le moteur complexe, descendez dans le gouffre maternel, percez à jour le féminin, allez dans les mythes égyptiens, me ramener une autre version de Oedipe. Et quand Jung est sorti avec les archétypes, avec l'alchimie, Freud a cassé sur lui Totem et Tabou et les tables de la loi avec l'homme, avec le Moïse de Michel-Ange, n'est-ce pas, qui est au fond cette position d'homme et de père. Voilà. Ferenczi, lui, comme dit Lacan, il est plutôt fils-père. Il est dans cette position de fils, il attend la connaissance du père, mais en même temps, là, il se lance dans un trajet très intéressant, vous verrez, qui est au fond l'aboutissement. Donc, aller faire cette conférence qu'on va discuter maintenant, il le fait après tous ces vous voyez, c'est-à-dire si Franco Panese reçoit du Front National un petit télégramme qui dit inoffensif, bête, sinon inabordable, impression désagréable, donc je veux dire, ça dépend aussi, on met ça, comment on constitue les choses. Et puis tout ça fait suite à ce que vous avez déjà discuté, c'est-à-dire au débat sur la technique analytique, et où Freud l'attaque en particulier sur toute cette affaire du baiser. Dans sa lettre qui date d'avant, je fais une petite marche arrière, 13 décembre 1931, il dit « Un certain nombre de penseurs indépendants, dit Freud, en matière technique, se diront « Pourquoi en rester au baiser ?» Parce que, au fond, Ferenczi a donné l'idée de la présence de l'analyse et même de l'affectivité de l'analyse en donnant l'idée qu'on pouvait répondre, on verra que là il dit on peut parler au patient, donc il dit « Pourquoi en rester au baiser ?» dit Freud. Et là, Freud, bon, il y va sec. On pourrait certainement obtenir encore davantage en y ajoutant le pelotage, qui après tout ne fait pas non plus d'enfant. Donc finalement, le baiser ne fait pas d'enfant. Allons-y, on plotte le patient ou la patiente, puis il en viendra de plus en plus hardi, des plus en plus hardis, dit Freud, qui feront le pas supplémentaire jusqu'à regarder et montrer. Donc vous voyez, là c'est discret, donc regardez, imaginez qu'est-ce qu'on peut regarder, les cheveux du patient dans la partie du vertex de son crâne, mais là peut-être c'est d'autres choses qui parlent, et montrer, alors ça je ne sais pas qu'est-ce que l'analyste pourrait montrer, et bientôt nous aurons inclus dans la technique de l'analyse tout le répertoire de la demi-virginité, des petting parties, avec pour conséquence un accroissement considérable d'intérêt pour l'analyse chez les analystes et les analysés. Donc avec ça, vous faites vraiment venir des foules. Mais de nouveaux collègues sera facilement amené à exiger une trop grande part de cet intérêt pour lui-même. Nos collègues les plus jeunes trouveront difficile de s'arrêter dans des relations nouées au point fixé au départ. Et le Godfather Ferenczi se dira peut-être, en contemplant la scène animée qu'il a créée, j'aurais peut-être dû arrêter ma technique de tendresse maternelle avant le baiser. Souligné par Freud. Bon, donc voilà le climat de la correspondance Freud-Ferenczi, avec Ferenczi qui en même temps développe cette anémie, qui finit avec des courtes lettres où on voit quelqu'un d'essoufflé sur un lit de mort, qui espère encore pouvoir produire des choses. Donc c'est vraiment du point de vue humain un lien entre la théorie et la vie d'un sujet qui est pathétique. Et je dirais que cette théorie de l'hypocrisie professionnelle, du contre-transfert, pose aussi certaines questions, parce qu'on peut dire, bon, Ferenczi avec son baiser, peut-être que l'anémie avait déjà quelques effets sur son rapport à la technique, mais en même temps, il a pointé, Ferenczi, quelque chose qui est au cœur du processus transférentiel.
Et quand il dit hypocrisie professionnelle, dans son texte théorique, il dit des choses très fortes à ses collègues analystes sur la dimension du désir de l'analyste, de la position de l'analyste comme sujet dans la cure analytique et de la portée de ce qu'il peut dire ou pas. Je trouve qu'il y a quelque chose à lire dans le texte de Ferenczi, et alors je dirais que on pourrait, c'est ça que je vais essayer de faire avec vous, prendre le texte de Ferenczi et le retourner, comment est-ce qu'on peut dire, comme on retourne comme un gant, et ça devient un texte très très intéressant. Mais si on le prend dans la pente de Ferenczi, c'est un texte un peu évidemment particulier. Alors l'hypocrisie professionnelle, la question du transfert, la question de l'implication de l'analyste affective dans le processus de la cure est effectivement une question importante et qu'on peut se demander si on pense tellement le contre-transfert, quel est le lien avec ce qui existe actuellement, donc des livres entiers de psychanalyse et problèmes légaux sur les abus sexuels dans l'analyse. C'est vrai que j'ai jamais vraiment imaginé que les choses puissent être comme ça. Peut-être que je suis un protestant suisse spécialement inhibé du point de vue libidinal, mais que dans ce cadre-là, je n'ai pas du tout d'imagination d'abus sexuels dans la pratique analytique, si vous voulez, et c'était pour ça que je suis allé à Genève, encore me protéger de brûlure de la Réformation avec Calvin, pour vraiment mettre tous les barrages par rapport à une pulsionalité inconsciemment mise en jeu. Mais là, il y a une dimension qui est très importante, parce qu'on peut se dire quel est le lien entre une certaine conception du contre-transfert et la réalité clinique de l'abus sexuel en analyse. Et quand je vois que l'IPA produit d'énormes volumes très subtils sur comment est-ce qu'on s'occupe des situations d'abus sexuels dans l'analyse, je pense que c'est une question, une dimension qui est vraiment peut-être à penser par rapport à la façon dont on imagine l'idée de la subjectivité de l'analyste. En d'autres termes, si, comme Ferenczi, on propose de mettre en jeu la subjectivité de l'analyste, peut-être se produisent des phénomènes en cascade qu'on ne peut pas toujours maîtriser. Donc, rapport entre la position d'analyste comme sujet que Ferenczi réclame comme critique de l'hypocrisie professionnelle, c'est une question qu'on pourra aborder. Alors, l'autre chose, on va prendre le texte maintenant. L'autre chose, c'est que je trouve, j'ai une question, en me disant, si on lit un texte comme celui de Ferenczi, on y trouve vraiment un intérêt très grand sur une série de questions fondamentales, dont je vais me parler. Si on le lit avec la correspondance, qui donne un arrière-fond social, c'est un texte qu'on ne peut plus lire. Vous voyez, et on ne peut plus se laisser interroger par le texte suite à la correspondance. Donc des fois, je me dis, question aux historiens, c'est-à-dire quand on va chercher la vérité d'une théorie dans des détails biographiques, est-ce qu'on est sur le bon chemin? C'est-à-dire quand on oppose à la psychanalyse des détails sur le fait que tel cahier ne correspondait pas à ce qui était mis ensuite par rapport à, et qu'on a une idée d'une vérité, on biaise énormément la lecture. Parce que la lecture de la correspondance rend presque la lecture du texte de Ferenczi impossible. Là, je vous ai mis quelques extraits, mais c'est plusieurs pages de ce volume où on voit Freud qui mitraille Ferenczi autour de cette intervention, et que le petit côté freudien qui est très fort chez moi fait que je me dis, bon, quand je lis quelque chose dans Ferenczi qui m'intéresse, c'est que je vais vraiment avoir complètement été sur la fausse voie, et que je suis moi-même un Ferenczi qui s'ignore, quoi. Hein, bête, pente glissante, puberté attardée, rêve, des îles de rêve, enfants fantasmatiques, etc. Voilà. Donc ça veut dire quelle est la place, si on veut, comment on utilise une correspondance.
par rapport à un corpus théorique. Est-ce que la correspondance ouvre à une vérité cachée par l'article, ou est-ce que la correspondance mêle des affaires de café à une chose qu'on pourrait analyser par rapport à d'autres repères qui sont aussi présents dans ce texte. Alors, ce texte, comme l'a dit Marlène, Confusion de langue entre enfants et adultes, remet en jeu le trauma dans son origine extérieure. Et la question de la origine extérieure, c'est Ferenczi qui dit ça, ça veut dire origine dans la réalité. Alors que Freud, à un certain moment, comme l'a dit Marlène, a abandonné sa neurotica très tôt, en 1800, en septembre, le 21 septembre 1897, Freud écrit « Je ne crois plus à ma neurotica » en rentrant d'Italie. Donc je ne crois plus à ma théorie d'un traumatisme dans la réalité, et il oppose à ça une théorie du fantasme qui, au fond, pour lui, occupe une place à côté de la théorie de la réalité traumatique. Bien sûr, Freud revient là-dessus, pour faire un rapide parcours, puisque dans l'après-guerre, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, à travers aussi les catastrophes que lui-même a vécues, peut-être aussi son cancer, les morts dans sa famille, il remet en jeu, et l'existence des névroses de guerre, il remet en jeu la réalité traumatique, la réalité du traumatisme. Dans sa deuxième théorie du traumatisme, cette réalité du traumatisme est de nouveau en jeu, puisqu'il définit le traumatisme comme une effraction du parexcitation, c'est-à-dire l'effroi, le Shrek, quelque chose qui dépasse l'illusion. Donc Freud, à ce moment-là, remet en jeu, alors bien sûr, il va dire, c'est pas le traumatisme lui-même qui fait cette effraction, c'est ce qu'il appelle, c'est très important, la libido non liée à des représentations. Donc, le vivant, une énergie en excès, quelque chose d'en trop. Donc, un accident provoque un traumatisme psychique par l'énergie libidinale libérée dans l'accident. Donc, par la libido. Donc, finalement, dans cette théorie du traumatisme, il casse l'opposition entre un traumatisme externe et un traumatisme interne, de manière très subtile. Déjà, dans l'Homo loup, il dit traumatisme ou réalité, finalement, fantasme ou réalité, ça n'a finalement pas d'importance. C'est pas ça qui compte. Et dans sa nouvelle théorie du traumatisme, le fait de mettre en série l'événement dans la réalité et la libido non liée à une représentation, met les choses finalement dans une certaine continuité là où il les avait opposées. Donc Ferenczi dit qu'il reprend la question du trauma et de son origine extérieure, et que dans la cure va avoir lieu la répétition hallucinatoire d'un événement traumatique. Ça veut dire qu'il situe la séance analytique comme traumatisme. Et je pense que ça mérite discussion. Je pense que, d'abord, qu'est-ce qu'il en est du traumatisme? On vit une époque où le traumatisme est une explication généralisée de beaucoup de choses dans la psychopathologie. On vit une époque de traumatisme généralisé. Il y a une fabrication du traumatisme. Passin parle de quelque chose de ce type, je ne sais plus le titre de son livre, mais l'empire du traumatisme. On est dans une société qui donne énormément de place à l'hypothèse traumatique. Et parfois, donc vous savez que le traumatisme sexuel envers les enfants, l'abus sexuel est devenu une définition juridique. C'est-à-dire qu'on a d'abord une définition juridique avant d'avoir une définition clinique. On amène les gens parce qu'il y a suspicion d'abus sexuel. Ce n'est pas le sujet qui dit « j'ai une suspicion que j'ai été sexuellement abusé ». Donc il y a quelque chose d'extrêmement cru, d'extrêmement direct.
quelqu'un qui a fait une thèse avec moi, Angelo Villa, sur la question de l'abus sexuel et du désir maternel dans l'abus sexuel, doctorat en sciences de la vie, qu'on a fait ensemble, présidé par Francesco Pagnese, disait on a passé de la loi dans la religion à la religion de la loi. C'est plus une loi portée par la religion qui met un interdit, un tabou, c'est une religion de la loi. C'est-à-dire on fait de la loi une religion, au lieu d'avoir une loi dans la religion. Donc il y a quelque chose qui a bougé dans le traumatisme. Il y a eu quelque chose qui a bougé. Et quand moi je vois la clinique dans laquelle on est immergé, avec les expertises comme pédopsychiatre, déjà à Lausanne, à Genève, on peut se dire que la théorie du traumatisme qui est présente chez Ferenczi est une théorie du traumatisme qui comprend l'idée du voile. C'est-à-dire que toute l'idée du traumatisme chez Ferenczi, c'est qu'il y a quelque chose d'oublié, de refoulé, de voilé. Et que, au fond, on peut dire que quand on est dans une clinique du traumatisme où le voile joue un rôle, le voile qui est peut-être dû au refoulement de la sexualité, qui est peut-être dû aussi à l'éducation, qui est peut-être dû à des forces de négation, en tout cas, il y a une dimension du voile qui est évidente dans la pensée de Ferenczi. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est voilé. Et à ce moment-là, la séance analytique est un dévoilement. Donc la séance analytique implique un traumatisme. Parce que dans la séance analytique se dévoile quelque chose qui était voilé. Et se réalisent, au fond, les traces de quelque chose qui a eu lieu, d'une confusion de langue entre l'enfant et l'adulte, entre les passions ou la perversion d'adulte et l'enfant. Donc il y a l'idée que ce qui est traumatique, si on prend la position psychanalytique classique dans une analyse d'une situation traumatique, si je peux juste faire le raisonnement, j'essaye de raisonner, je suis tout à fait convaincu de l'importance de s'occuper des traumatismes. Ceux qui travaillent ou qui ont travaillé avec moi savent qu'on s'en occupe beaucoup, mais je voulais dire qu'au-delà de la question de la réalité du traumatisme, ce qui est traumatique dans le traumatisme, c'est qu'au-delà du voile, il n'y a rien. C'est-à-dire que ce que vit comme traumatique un sujet qui a vécu un traumatisme, c'est que justement par essence du traumatisme est en lui-même un trou, une abolition symbolique, une soustraction, un vol d'histoire, comment on pourrait dire, un évanouissement du sujet. Donc quand vous jouez avec le traumatisme, qui est en lui-même une sorte de voile sur un traumatisme, c'est un semblant, parce que la personne qui a vécu un traumatisme, elle a justement quelque chose de soi qui a été soustrait. Quand vous jouez avec le voile, vous avez, et ça je trouve que l'argument de Ferenczi, vous pouvez le réécrire, l'article de Ferenczi, comme ça, en disant, au-delà du voile, il n'y a rien. C'est-à-dire que quand Ferenczi dit « je dévoile le traumatisme », il parle comme s'il y avait un effet cathartique du pré-freudien, c'est-à-dire on lève le voile, on voit, je ne sais pas, enfin chacun mettez vos trucs. Hein? Or, ce qu'on peut dire, c'est que dans la clinique, on lève le voile et le point de réel et d'angoisse, c'est qu'au-delà du voile, il n'y a rien. Parce que peut-être justement le traumatisme ne laisse pas une trace, mais que le traumatisme c'est plutôt une absence de trace. Une effraction, un schreck, un effroi, par le fait qu'il n'y a rien qui vient traiter l'impossible à supporter du traumatisme.
Donc, quand on n'est pas traumatisé, on dit, on lève le voile et on voit la tête de Méduse, on voit un pénis en érection, on voit des choses absolument impossibles. J'ai eu l'occasion de parler de la parole de l'enfant avec un juge d'instruction qui a présenté la crudité d'images pornographiques avec des enfants utilisés sexuellement. Gentil babysitter qui vient comme maman de jour et qui amène son homme à la maison. Ça s'est passé à Bienne, et qui emmène son homme à la maison, qui prend les bébés et qui les utilise sexuellement. Et ensuite, ces bébés sont comme une chiffre molle et sont posés dans le berceau. Papa et maman rentrent, l'homme est parti. Et ces films ont été retrouvés à Bordeaux dans un réseau pédophile. Et ils ont trouvé, avec la caméra, qu'il y avait des plaques suisses dans la rue, en regardant à travers la fenêtre la rue. Ils ont trouvé que c'était marqué BE. Après, ils ont trouvé avec machin Google Earth la rue, ils sont allés, ils ont trouvé le type à cause de sa montre, parce qu'il tenait les enfants pour une sodomie, et qu'il a oublié d'enlever sa montre dans le film. Donc ils ont finalement trouvé... C'est vrai que de voir une telle image, j'ai réalisé qu'au fond, par rapport à la question du traumatisme, on n'a pas d'image, justement, parce que cette image, elle n'existe presque pas par rapport, elle fait elle-même voile par rapport à la dimension traumatique de pouvoir voir un traumatisme. Donc, il y a un voile dans la position Ferenczi qui est posé sur le traumatisme, et on lève le voile et on voit une horreur qui a une fonction cathartique. Et alors qu'on pourrait dire que ce qui est traumatique, c'est pas qu'on voit quelque chose quand on lève le voile, c'est que quand on lève le voile, et c'est tellement fort dans la clinique, ce qui est traumatique, c'est qu'il y a, au-delà du voile, il n'y a rien. C'est vide. Autrement, ce ne serait pas un traumatisme. Alors, ma préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une clinique, dans la situation contemporaine, où il n'y a pas de voile. J'ai l'impression que c'est très difficile aussi de lire l'article de Ferenczi, parce qu'on est dans un autre temps où, dans la situation contemporaine, le voile a été levé. Et qu'au fond, il y a une difficulté de construire un fantasme autour de la question sexuelle. C'est-à-dire, finalement, on ferait le contraire de Ferenczi. On créerait du semblant pour traiter le réel mis en jeu par le traumatisme. Et que, dans mon expérience dans la clinique du traumatisme, on doit, des fois, avec ces sujets, construire un voile. Ils ont été pris comme religion de la loi, ils ont fait des interviews. Maintenant, heureusement, la police a limité ces interviews à un seul filmé. Mais enfin, ils ont tout un monde. Vous savez que plus on raconte une histoire, plus on la modifie. Et ces sujets vous arrivent d'abord dévoilés, et votre travail consiste à construire un voile. Alors qu'après on fasse du Ferenczi pour réenlever le voile et traiter le traumatisme, c'est autre chose. S'il n'y a pas l'idéal, puisqu'au fond on est dans une clinique, vous avez peut-être une clinique qui a été celle de I plus grand que A, pour parler comme Lacanien, ça veut dire que la question de l'idéal était plus présente que la question de la pulsion, qui est une clinique classique de la société dans laquelle Freud s'est développé. Et si on est dans une clinique du tout de suite, la pulsion, la décharge, et que A est plus grand que I, vous avez un autre maniement du voile dans la clinique du traumatisme, et que la question du traitement de traumatisme devient plutôt comment construire un voile. Voilà, ça c'est une première remarque très importante sur la première page de ce texte, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être lu aussi par rapport à ça. Alors la séance comme traumatisme, il est vrai que la séance comme traumatisme, Ferenczi en fait une séance qui est traumatique par rapport à la réalité du traumatisme.
Mais la séance est traumatique pour moi dans le fait que toute séance ou toute analyse va toucher à la part indicible du sujet, le côté le plus énigmatique, là où la parole s'arrête, là où les mots n'ont plus de poids, et que là est quelque chose qui a à voir avec la détresse. Une détresse qui est une détresse originaire, qui est peut-être un traumatisme fondamental, qui est le traumatisme de l'entrée du vivant, du sujet, dans le monde du langage. Donc, par rapport à cette détresse, par rapport à ce traumatisme, il est vrai que la séance analytique ou l'analyse peut aller, si elle est menée très loin, jusqu'à ce point de non-sens. C'est bien un point où le sujet ne saisit rien de pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre, pourquoi ici et pas ailleurs, qu'est-ce que c'est mon entrée dans le monde, que finalement l'entrée dans le monde de l'autre, l'entrée dans le langage est une entrée traumatique. Donc la séance analytique, elle n'est pas traumatique parce qu'on a la confusion de langue entre l'enfant et l'adulte qui fait irruption, elle est traumatique parce que c'est traumatique d'entrer dans le monde du langage. C'est traumatique d'avoir du vivant. L'humain est constitué d'un vivant en excès. Il tombe dans le monde inachevé. Il doit traiter ce vivant avec quelque chose, bricoler des combines, avec du langage, avec des images, avec l'autre qui est là, avec l'image de l'autre, vous voyez, pour aménager ce non-sens que Freud appelait Hilflosigkeit, état de détresse, qui est finalement une dimension d'un réel non subjectivable. Ce réel, on l'aménage, on met des Mercedes, des chalets à Verbier, on met des vacances philharmoniques, on va à l'opéra à Milan, on construit des relations et des échanges, et un jour, on va de nouveau frapper à ce non-sens parce que la mort va être là, le réel, la mort qui est irreprésentable. Donc, l'origine est irreprésentable, la mort est irreprésentable, et on s'illusionne et on se faufile dans un univers marqué par ces réels non subjectivables. Et la séance analytique touche à cette question. C'est pour ça qu'elle touche au réel. Elle bute sur le réel. Et en butant sur le réel, elle est traumatique. Et le signe du réel, c'est l'angoisse. Et là, il en a tout à fait le pressentiment, puisqu'il met l'angoisse comme quelque chose d'absolument central dans le travail analytique. Ferenczi vous parle de l'état d'angoisse, page 126, de l'état d'angoisse dans l'analyse. Il dit, si on conduit une analyse à bout, c'est Freud qui m'appelle, je sais pas. Si on conduit l'analyse à bout, on va toucher ce point de non-sens. Alors, au lieu de le voir comme quelque chose, si on veut, qui a à voir au réel et qui est structurel, Ferenczi en fait, lui, un récit, une narration. Il suppose un traumatisme. Il suppose une réalité d'une confusion de langue entre l'enfant et l'adulte. C'est-à-dire, au lieu de voir ce traumatisme comme indissociable à la question du langage, ce n'est pas une confusion de langue, c'est que la langue touche aux limites de la parole et conduit au fait d'aller aux frontières du langage, là où la parole ne tient plus, et que quiconque qui est dans une séance d'analyse vit, ou dans une analyse, ce point de non-sens, ce point de détresse, ce point hors langage, où le vivant est là. Et Lacan disait qu'on mène une analyse jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à cet état de détresse, et il distingue, en reprenant Freud dans Inhibition, symptômes et angoisse, qui est tout proche de ça, 6 ans avant, dans Inhibition, symptômes et angoisse, où Freud distingue par rapport à la détresse de l'humain deux choses. L'Erwartung et l'Abwarten. On va prendre vers l'Abwarten, je ne sais pas si on peut dire Abwartung, j'ai perdu l'allemand depuis l'âge de 18 ans, qui est disparu immédiatement après mon bac.
confusion de langue entre l'élève et c'est par Freud que je le retrouve mais il dit que l'enfant est d'abord dans un état de détresse abwarten, c'est-à-dire qu'il n'a rien à attendre de personne, il ne sait pas ce qu'il peut attendre. Et que Erwartung, c'est autre chose. C'est parce qu'on a déjà eu quelque chose qu'on attend quelque chose. Donc l'Erwartung, c'est l'attente de quelque chose. Abwarten, c'est un arrière-fond de l'Erwartung où on sait qu'on a à attendre d'aide de personne. C'est ce que dit Lacan de la fin de l'analyse dans la simulation éthique, c'est que c'est un point qui est un point traumatique, un point de réel. Donc à partir de là, je dirais qu'évidemment, on n'est pas dans une clinique où on dit on prend l'analyse, il ne faut pas être hypocrite, il faut voir ce que le patient vit dans la séance, ce qui nous fait vivre à nous. On lève le voile et on voit Méduse, et on reste analyste et analysant pétrifié, emmené ensuite dans un musée de marbre. On est posé avec tous les autres qui ont vu le point qu'il y a au-delà du voile. Non, au-delà du voile, il n'y a rien. On touche ce point de réel, et qui est un point traumatique, et qui est le fait même du traumatique. Le traumatique, c'est quand il n'y a plus rien. On est dans l'abwarten, qu'il n'y a plus rien à attendre de personne. Alors, là-dessus, Ferenczi, vous voulez que... C'est assez, peut-être. Non, parce que là, j'ai fait la première page, donc ça m'inquiète un peu sur la performance de la soirée. Donc, Ferenczi, ensuite, dit que dit des choses qui sont... Peut-être je vais revenir dans la logique de Ferenczi, parce qu'avec ce que j'ai dit, c'est un pouvoir de mise en abîme du texte qui fait que c'est difficile de reprendre la logique du texte. Mais après, il dit quelque chose d'important, c'est qu'il y a des accusations d'insensibilité que l'analysant peut faire à l'analyste. L'analyste, c'est juste, peut avoir une tête de psychanalyste. Il se fait comme Sphinx, il a son bureau, comme disait Pérec, la séance est répétitive, il a toujours le même costume, comme ça a été dit à un moment dans la technique analytique, c'est toujours la même heure, c'est toujours le même divan, peut-être même c'est toujours la même chemise de l'analyste, la même cravate, il ne se sent jamais, et au fond, sur ce fond-là, il y a ce que Ferenczi pointe, un risque d'insensibilité. C'est-à-dire, ça pourrait ne pas être vivant, mais technique. C'est-à-dire que là, il y a, au fond, le sphinx analyste, et il dit que le patient, et ça c'est très important, est très sensible à ce que recouvre comme défense comment est-ce qu'on peut dire, ce masque de l'analyste. Et que le patient devient l'analyste de l'analyste. C'est-à-dire que le patient, au fond, il fait dans ce début du texte un patient analyste. Analyste de quoi? Et là, on peut dire que Ferenczi a une intuition extraordinaire. Bon, lui, c'est ça que je trouve difficile dans ce texte de Ferenczi, parce que je trouve que chaque intuition que Ferenczi pointe est extrêmement importante. La valence traumatique de la séance et cette dimension, au fond, de défense de l'analyste par rapport à ses propres mouvements. Et que Ferenczi appelle la résistance de l'analyste. Et il pointe quelque chose qui est tout à fait central, à mon avis, dans l'analyse, et qui a été un point central chez Lacan, c'est que la résistance en analyse, c'est aussi la résistance de l'analyste. Voire même, c'est la résistance de l'analyste. Et que l'analyste peut utiliser sa technique, peut utiliser son savoir, peut utiliser des idées a priori,
comme résistance à ce que la clinique mise en jeu dans la cure présente. Donc, il dit que d'un côté, il y a la résistance de l'analyste, et de l'autre côté, il y a l'analyse de l'analyste que fait l'analysant. Alors, on pourrait dire les choses autrement. On pourrait dire, oui, il y a une résistance de l'analyste. Ça, c'est un point très important. Comment se manifeste la résistance de l'analyste? Elle peut se manifester dans sa technique. Une séance telle qu'elle est décrite par Pérec, toujours la même chose, toujours la même heure, toujours les mêmes habits, pendant des années, ce qu'il dit, tout en ne disant pas, c'est que l'analyse est un dispositif répétitif, voire bureaucratique, pour qu'il s'y passe, et là comme il disait ça, pour qu'il s'y passe de l'imprévu, de l'inattendu. Donc pour avoir le surgissement de l'inattendu, il faut un fond de répétition semblable. Et donc, c'est sur cet automaton de la répétition que survient l'inattendu, et qu'il se peut qu'un analyste ne puisse pas saisir le surgissement de l'inattendu parce que lui-même aurait par trop une idée toute faite de ce qu'il pourrait entendre. Par exemple, une petite boîte à outils avec le DIP, avec le papa avec lequel il faut coucher, non c'est la maman, ça dépend, on fait tout ce qu'on veut. Enfin, donc toute une série d'interprétations a priori. Toute une série d'a priori qui, au fond, sont des dimensions qui font partie de la résistance de l'analyste qui va, au fond, ne pas être dans la position qu'isole Lacan, où il dit le rapport au savoir, c'est savoir ignorer ce que l'on sait. Et pour que l'analyse puisse avoir lieu, il faut que chaque fois ça soit unique, chaque fois ça soit singulier, que c'est l'expérience de la singularité en tant que telle, et que tout ce que dit un analysant n'a jamais été entendu jusqu'à maintenant. Donc, il faut savoir ignorer ce que l'on sait pour rencontrer l'analyste. Donc là aussi, vous pouvez lire la position de Ferenczi d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que si on isole les thèses du raisonnement, c'est un texte merveilleux. Là, on a vu la séance analytique comme traumatisme, on a vu la question du voile et du dévoilement qu'il ne met pas mais que je mets, on a vu l'hypocrisie professionnelle, c'est-à-dire une certaine résistance de l'analyste à ce qui est mis en jeu dans la cure. La dimension suivante que j'aimerais aborder, c'est l'histoire, comment est-ce qu'on pourrait dire, qui est posée à la page 128, c'est-à-dire l'idée de la répétition des traumatismes primitifs dans l'analyse. C'est là où il parle de la régression. Et pour Ferenczi, il y a une théorie de la régression. C'est-à-dire que le patient, on peut l'amener dans un mouvement clinique à régresser, c'est-à-dire à manifester quelque chose d'un passé qui est ravivé par la régression. Et c'est là qu'il prend l'exemple de cette femme qui, au fond, cette intervention roll dish baby, c'est-à-dire l'idée de quelqu'un qui revit un épisode, voilà. Et lui, donc, vous avez peut-être lu, j'ai appris pourquoi nous étions incapables d'agir sur des accès hystériques, ce qui nous a permis. Je me trouvais dans la même situation que cette dame spirituelle qui, en présence d'une de ses amies en plein état narcoleptique, ne put l'en faire sortir, ni en la secouant, ni en criant. Elle eut soudain l'idée de lui parler de façon enjouée comme un enfant. Vas-y, mon bébé, roule-toi par terre. Roll dish, baby. Nous parlons beaucoup en analyse de régression à l'infantile. Donc, il met en jeu l'idée d'une réflexion à l'infantile. Et dans cette idée de réflexion à l'infantile, il y a l'idée d'une certaine mise en jeu par le sujet d'un au-delà du principe de plaisir. Et ce qui oblige de revenir sur l'au-delà du principe de plaisir. Parce que pour
Freud, pour Ferenczi, il a l'idée que si on rejoue les choses de cette manière, on va se retrouver dans l'au-delà du principe de... Je veux dire, on va aller au-delà de l'au-delà du principe de plaisir. Or, qu'est-ce que c'est que l'au-delà du principe de plaisir? C'est que, d'abord, Freud a posé le principe de plaisir. Mais le principe de plaisir, c'est d'abord chez Freud un principe de non-déplaisir, plutôt qu'un principe de plaisir. C'est un principe de non-déplaisir que dans un temps de son œuvre, il a opposé au principe de réalité. Et que la dialectique était entre le principe de réalité et le principe de plaisir. Il s'est aperçu que malgré ça, il n'arrivait pas à traiter certaines situations, que la question du masochisme était inaccessible, que la question de la réaction thérapeutique négative était présente, et c'est là qu'il a supposé un au-delà du principe de plaisir. Or, l'au-delà du principe de plaisir, qui est à la base de ces impasses des sujets qui ne peuvent pas sortir de la problématique et qui sont des réactions thérapeutiques négatives, où plus on les traite, plus ils s'enfoncent, c'est au-delà du principe de plaisir, ce n'est pas un au-delà transcendant. Ce n'est pas autre chose que le principe de plaisir. C'est l'idée de Jenseits. Et Jenseits, c'est l'autre côté, c'est l'autre rive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plaisir qui ne mette pas en jeu avec lui un des plaisirs. Pour être lacanien, on pourrait dire plaisir et déplaisir conjoignent dans la jouissance, se rejoignent dans la jouissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de diabolique chez l'humain qui fait qu'il ne peut pas vivre un plaisir sans vivre avec ce plaisir un des plaisirs. Et que la limite et la frontière du passage du plaisir ou à l'au-delà du plaisir, qui est le déplaisir, est une limite finalement toujours, je veux dire, plaisir et déplaisir seraient comme les deux faces, la face unique de la bande de Möbius. Ce serait comme un de ces schémas d'Eicher. On aurait le plaisir et le déplaisir qui jouxtent toute l'expérience de l'humain la plus élémentaire. Manger un bon repas peut aboutir à un sentiment de trop-plein, qui peut aboutir à l'idée que le cholestérol a monté, que sur la plage l'été ça va être une catastrophe, que la culpabilité entre en jeu, avec la culpabilité la haine de soi, avec la haine de ça, la haine du voisin, et on va voter contre les minarets. C'est-à-dire le mouvement s'enchaîne spontanément, tout ça parce que le vin était bon. Donc, il y a une dimension de lien entre le plaisir et le déplaisir qui, en fait, ne le met pas dans une succession diachronique comme le fait Ferenczi, qui supposerait que le sujet revivrait de manière cathartique une expérience dans une régression qui ferait que le temps se réenclencherait dans une logique du plaisir sans avoir ce déplaisir attaché au plaisir. Donc il me semble que dans ce texte, Ferenczi pointe quelque chose de juste, c'est-à-dire il pointe cette autre face du plaisir qui est dans le déplaisir, mais pointant cette autre face du plaisir comme le déplaisir, il ne dit pas que ces deux viennent simultanément. Et l'idée de régression nous donne l'idée d'une temporalité psychique où on pourrait revenir en arrière. Alors bien sûr, c'est revenir en arrière dans une actualité, puisque ça se joue évidemment dans la cure, c'est-à-dire au présent. Mais en même temps, il y a là quelque chose qui, au fond, met à distance dans le temps quelque chose qui est fondamentalement simultané. C'est-à-dire le fait que personne n'a pu dissocier le plaisir du déplaisir. Et que la cure analytique, si elle vise à promouvoir le plaisir en pensant qu'on va libérer le sujet du déplaisir, on est dans une sorte de leurre qui est peut-être présent dans le développement que fait Ferenczi. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut répondre à ses patients, il faut les embrasser, et que Freud lui dit vous voulez les plotter, vous allez vous les regarder, vous allez vous montrer je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Freud résiste à l'idée que Ferenczi s'offre de cette façon en répondant, comme il dit, il faut répondre au patient, il faut lui parler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler au patient. Vous comprenez que c'est un texte plein de paradoxes.
Je pense que Ferenczi a raison de dire que pour que l'analyse ait lieu, il faut que l'analyse soit vivant, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il ait aussi, pourquoi pas, ses défauts, comme il dit, ses erreurs, il parle d'erreurs. Hein. Mais l'erreur admise par l'analyste et pas la mise en jeu d'une subjectivité de l'analyste, elle est au contraire la manière que l'analyste peut se libérer de sa subjectivité. Donc vous avez là toute une série de développements qui, au fond, ouvrent des perspectives très importantes sur la cure analytique. Je crois que je vais arrêter là, c'est-à-dire la question de la séance comme traumatisme, la question de la résistance de l'analyste, la question de la place du non-savoir dans l'analyse, la question du voile et de l'au-delà du voile, la question de l'indissociabilité du plaisir et du plaisir, sauf que lui les met dans une fiction, on pourrait dire, chronologique et développementale, qui, au fond, lui empêche peut-être d'avoir convaincu ses collègues et Freud lui-même par la même occasion. Voilà. Voilà. Alors écoutez, je crois que je peux remercier vraiment François Ansermet, professeur Ansermet, pour ces développements qui montrent en fait, à partir d'un texte qui est finalement effectivement très paradoxal et que moi on peut aussi effectivement entendre un petit peu comme caricatural, mais qui pose, et ce que disait François Ansermet, ce que disait Lacan, qui est en fait cette interrogation de Ferenczi tout au long de son parcours sur la responsabilité de l'analyste. Alors là, évidemment, il va un petit peu à l'envers dans ce texte-là. Et c'est vrai que toutes les questions qu'a soulevées François Ansermet sont tout à fait passionnantes. Et je pensais, moi, enfin, bon, je ne sais pas, tu n'as pas beaucoup parlé de ce qui était cette phrase, en fait, de Freud, qui lui dit à un moment, si vous faites ça, vous allez plus finalement aliéner le patient. Voilà. Et qui me renvoie, moi, à une phrase de Lacan, qui dit à un moment, ce n'est pas en prenant le patient dans ses bras qu'on lui rendra service. C'est vraiment, il y a quelque chose... Pardon ? On lui rendra service. Oui. Et en fait, c'est Lacan qui dit, je ne le cite pas tout à fait juste, mais il y a quelque chose de ça, c'est vrai qu'on a envie de le prendre dans ses bras, et non. Et en fait, ce paradoxe, en fait, qu'au point Ferenczi, sur lequel, bon, il dit qu'il cède, et que François a développé là, je pense qu'effectivement, c'est une des questions, en fait, fondamentales de cette situation dans laquelle se trouve l'analyste et le patient dans un même environnement. Je citais en fait hier soir, bon, c'est juste une anecdote, mais c'est quand même, il va y avoir cette exposition à Beaubourg de Lucian Freud, et qui est, vous savez, le petit-fils de Freud, le fils de Ernst, posant la question à un modèle de Lucian Freud, il disait, on lui demandait s'il avait des souvenirs de son grand-père. Il disait, le seul souvenir que j'ai, c'est qu'en fait, quelqu'un m'avait demandé de faire signer à Freud une pétition. Et Freud avait répondu, je ne mets pas de marque. Lucian Freud en a gardé le fait qu'il ne signe pas ses tableaux. Donc c'est le souvenir qu'il garde de son grand-père. Je pense que, alors qu'effectivement, moi je vous parle de ça parce que je trouvais que Lucian Freud, qui se défend en fait, de ce grand-père, se trouve effectivement dans son atelier avec son modèle, toujours dans cette situation totalement confinée. Et en fait, il regarde ce modèle, qui le regarde et auquel, enfin, dont il fait le portrait. Voilà, nu, je préfère. Donc voilà. Alors, ça pose en fait toutes ces questions du voile, du patient enfermé dans une salle avec
l'analyste et de ce qui est en jeu là, c'est la parole, ce que disait François, et qui est toute la clinique finalement de Lacan. Alors maintenant, moi j'ai pas de questions particulières, je trouvais cet exposé passionnant et drôle aussi, vraiment. Alors je vous demande si vous avez des questions à partir de ce que François Cerné a exposé. Allons-y-vous peut-être. Oui, je ferai. En t'écoutant, au fond, la question qui se posait pour moi, c'est aussi le texte de Ferenczi, que tu as bien mis en lumière, et j'ai trouvé que tu as terminé comme une espèce d'impossibilité. Ce texte aboutit à une forme d'impossibilité, mais je me dis, c'est l'impossibilité de quoi et tout de suite, à ce moment-là, surgit en moi cette idée qui me tarabusque depuis longtemps. Est-ce qu'on peut être juste? Est-ce qu'on peut être juste avec son patient? Et je me disais, est-ce que le sujet de cette histoire a différents titres? C'est pas, est-ce que l'analyste peut être juste, rendre justice? C'est une idée très importante d'être juste, puisque maintenant il y a des justes qu'on décrète juste parce qu'ils ont par exemple sauvé des juifs. C'est une histoire qui traverse toute la religion, l'idée du juste. J'entendais encore Jacques, pas Lacan, mais je sais son prénom, qui est historien, et qui disait à la radio que ce qu'on retire des Égyptiens, c'est l'idée qu'il y aurait, ce serait très important dans notre rapport avec le monde et avec les autres d'être juste, et qu'il y a quelque chose en soi qui peut montrer si on est juste ou on n'est pas juste. Alors, je ne dis pas que Ferenczi est en train de vouloir nous dire qu'il faut être ou plutôt il semble vouloir nous dire qu'on peut être juste, mais en même temps nous montrant en quelque sorte qu'on ne peut pas être juste. Et cette chose, il la transporte, il la transpose, il n'est pas si... Voilà, je me souviens toujours chez mon analyste de toilette, il y avait un petit dessin où c'était marqué, on voyait une bête, et c'était marqué, la bête n'est pas si bête que ça. Et il ne faut pas prendre Ferenczi comme plus bête qu'il n'est quand il va voir Freud. Je crois qu'il est très conscient de ce qu'il va provoquer. Il sait qu'il ne va pas être compris. Et il arrive avec quelque chose dans lequel il est persuadé qu'il ne va pas être compris. Et ça, c'est intéressant, parce que son texte est certainement d'une complexité. Enfin, j'ai l'impression qu'on pourrait alors ensuite en discuter par rapport à l'enfant et à l'adulte. Est-ce qu'on peut être juste dans la position de l'adulte par rapport à un enfant, par exemple? C'est aussi une des questions qui transparaît dans ce que tu peux avoir. Bon, moi je dirais, je vois ce que tu pointes, mais je pense qu'on ne peut pas être juste, mais on va être seul. C'est-à-dire que et le patient et l'analyste ne vont pas rencontrer ce point où les choses justes sont dites, ou un point de vérité, ou un point particulier, cathartique. C'est-à-dire que l'expérience, au fond, la cure converge, est orientée sur les limites de la parole, par les limites de la parole, par le fait que tout du vivant ne peut pas être pris sous le langage, par le fait que tout d'un traumatisme ne peut pas être pris sous la parole. Et que Ferenczi, quand il pointe la dimension traumatique de la séance, pointe cette question-là, du réel, des limites, qui fait que chaque sujet, il est seul. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir une catharsis parce que de vérité ou parce qu'il va se libérer de quelque chose, il va s'en sortir parce qu'il va trouver une réponse, parce qu'il va trouver une solution, parce qu'il va fabriquer quelque chose, parce qu'il va bricoler quelque chose pour traiter ce réel, ce non-sens propre au fait d'être au monde, propre au vivant. Il va le traiter comme il peut. On pourrait dire, chaque courant analytique, y compris les courants post-analytiques, je ne sais pas, systémiques et tout ça, peut-être ils ont tous essayé d'être attentifs aux solutions qu'on pouvait proposer
qu'elle soit familiale, qu'elle soit transgénérationnelle, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit créative. Voilà. Donc il y a un point de rencontre avec le réel, et puis un point de solitude. Et un point de solitude qui implique chercher une solution, trouver une réponse, inventer quelque chose, bricoler. Alors, pour moi, ce texte, il est comme une fleur japonaise qu'on pourrait ouvrir, étendre, développer, refermer, parce que on peut le lire de différentes manières. Il y a plein. Vous savez, j'ai l'impression que ce texte, moi je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie. Je peux le lire, là je le lis plus par rapport au transfert et à l'analyse, mais je peux le lire par rapport au traumatisme, plus l'identification de l'agresseur. J'ai l'impression que c'est comme un. Vous savez, quand on prend une feuille, on la plie, et puis on fait un petit découpage, et on l'ouvre, et c'est plein de trous. Alors, évidemment, c'est compliqué de savoir. Alors, j'ai l'impression que Ferenczi, il vit quand même avec le mythe d'une régression, où on arriverait au point où l'impasse s'est constituée. Alors que, j'ai l'impression qu'il décrit plutôt les limites de la parole. Donc finalement, on peut dire que ce n'est pas une confusion de langue entre l'enfant et l'adulte, c'est une confusion de langue entre l'analyste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter la langue de l'analyste pour remplir les trous de la vie de l'analysant. Et que cette confusion de langue et cette identification à l'agresseur que je n'ai pas discuté, mais que vous savez est la fin du texte, c'est une question tellement importante d'un crime traumatisme, tellement juste. Si on enlève toute la question, parce que là il part sur l'hypocrisie professionnelle, mais on enlève tout sur le contre-transfert et on garde que le traumatisme, ce texte est un texte passionnant sur ce phénomène mystérieux de l'identification à de l'agresseur, de l'amour de la victime pour le bourreau, de l'amour du censeur, de la servitude volontaire. C'est un texte là-dessus. Tu vois, je dis, si on enlève tout ça. Alors, ce que moi j'ai l'impression, c'est qu'on peut utiliser le texte de Ferenczi contre le texte de Ferenczi en disant il y a un risque de confusion de langue entre l'analyste et l'analysant si l'analyste s'identifie à l'analysant ou si l'analysant s'identifie à l'analyste, comme il le croit, en disant il y a peut-être quelque chose de juste à trouver dans cette situation-là. C'est très pardon. Violaine, c'est bon. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette façon dont vous avez présenté le texte, il y aurait quelque chose qu'on pourrait entendre où, pour Freud, qui n'aimait pas trop la psychose, il y aurait quelque chose où Ferenczi, je ne sais pas comment tu en as parlé, Marlène, mais où Ferenczi, d'une certaine manière, nous dit ce qu'on entend dire aussi dans l'école de la cause, qu'on peut recevoir en analyse un psychotique, mais que peut-être il faut penser à donner la main, il faut clore la séance, il ne faut pas faire de rupture brutale, il ne faut pas faire de coupure, il faut être plutôt dans cette idée d'assurer le cadre, de mettre quelque chose qui soit contenant. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de ça dans ce texte? Bon, là, vous reprenez le texte comme ce petit jeu de découpage où on peut faire dire beaucoup de choses à ce texte qui est plein de trous, finalement. C'est pour ça qu'il est si cité et si travaillé pour toutes sortes de sujets et qu'on peut utiliser ce texte sur le traumatisme d'identification à l'agresseur alors qu'on n'utilise pas pour le contre-transfert ou on peut l'utiliser que pour le contre-transfert et pas pour... Donc c'est vrai qu'il a beaucoup de choses. Par rapport à ce que vous avez dit, on pourrait dire que ce texte pointe quelque chose, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais je ne pense pas que c'est le but de Ferenczi qui voit plutôt ici la question du traumatisme que la question de la psychose. Je n'ai pas l'impression. Par contre, ce qu'il pointe, c'est le fait que la présence de l'analyste réelle est mise en jeu dans ce texte. Et quand il dit que le patient devine certains états de l'analyste, et qu'il fait cette identification à l'analyste comme identification à l'agresseur, c'est quelque chose qui est très présent dans mon expérience dans la clinique de la psychose. C'est-à-dire un psychotique, si on veut dégager quelque chose, comme le disaient les vieux thérapeutes de schizophrène, si quelqu'un est préoccupé, qu'il est fatigué ou qu'il a eu des problèmes personnels, il a meilleur temps de le dire à son patient pour que le patient puisse reprendre son chemin. Donc cette
capacité de perception d'un patient, des choses qui se jouent chez l'analyste. C'est vrai que ce texte en parle beaucoup et peut-être est plus particulier à la clinique de la psychose. Si on veut, le côté automatone de la cure marche moins chez le psychotique, puisque le psychotique vit dans un rabattement du mot sur la chose qui fait que toute l'œuvre de l'analyste est quand même d'ouvrir un champ de la parole, c'est-à-dire d'éviter d'être tout le temps dans la certitude et le rabattement du mot sur la chose. Alors, ce que propose Ferenczi d'informer le patient sur son état pourrait être une chose, mais ça pourrait être aussi une catastrophe. Parce que si on informe le patient sur son état, on va peut-être déclencher des délires de transfert, des psychoses de transfert très importants. Donc la question de la présence réelle du psychanalyste que vous pointez dans votre question, enfin, qui peut se mettre dans une analyse classique en position totalement asymétrique et totalement, comment on peut dire, absente de tout signe. Et comme dans les films que j'adore, Un divan à New York de Chantal Akerman, cette charmante Juliette Binoche prend l'appartement de l'analyste new-yorkais qui lui va aller sous les toits de Belleville à Paris avec les pigeons, etc. Juliette Binoche à Paris, l'appartement de Juliette Binoche plein de désordre, plein de vie. Lui, il a un truc design sur le 5e avenue Central Park. Un chien labrador déprimé. Juliette Binoche habite cet appartement. Elle se lave, elle met des habits partout, il y a des ordres extraordinaires, elle prend des douches, elle met un truc autour de la tête, je ne sais plus parce que je parle depuis longtemps, mais je me comme ça, le linge, le peignoir, et tout comme ding-dong, on sonne à la porte. Juliette Binoche sera à la porte, un type rentre tout droit et va s'allonger sur le divan. Et puis elle est comme ça en peignoir, c'est juste. Et puis, elle regarde ses ongles, et puis elle ne sait pas quoi faire avec ce type qui, après l'heure exacte, 55 minutes estampillé IPA, boum, part, et revient le lendemain, et tout ça. Après, elle téléphone à une amie qui lui dit « Oui, écoute, je crois qu'il faut quand même faire quelque chose. Tu peux dire et puis, et alors là, l'histoire est très intéressante parce qu'il y a quelque chose d'automatique dans la cure que parfois, c'est ce que disait il y a très longtemps Michel Sylvestre dans un texte sur Demain la psychanalyse, il disait le problème c'est quand l'analyste commence à prendre la parole. Là, il risque de casser ce mécanisme automatique. Julie Binoche a dit Bon, l'histoire c'est que les patients allaient beaucoup mieux qu'avec l'analyste qui faisait des interprétations d'école. Tout le monde allait mieux, même le chien est sorti de la dépression, et le type est revenu à New York parce que je ne sais plus quoi, et puis bon, même lui allait mieux après parce qu'il a rencontré une histoire d'amour avec Julie Binoche. Enfin, c'est un film étonnant qui s'appelle Un divan à New York de Chantal Akerman qui pointe bien qu'il y a quelque chose, si vous voulez, où vous pouvez mettre en perspective ce texte de Ferenczi et le divan à New York. C'est deux questions sur la vie. Ferenczi vous dit qu'il faut mettre l'affectivité de l'analyste, il faut qu'il ait un corps, il faut qu'il ait une histoire, il faut qu'il lui parle, il faut qu'il joue l'identification agresseur. Moi, il faut se dire, il fait de la confusion de langue. Pour ça, je pense que ses collègues se sont mis dans un tel état à l'interdire, à dire c'est un texte scandaleux. De l'autre côté, il y a le côté automatone. Mais il y a un moment où la rencontre va se nouer et où l'acte analytique doit être mesuré. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a une pratique différentielle de l'acte analytique entre un acte analytique, bien sûr, avec un psychotique, et un acte analytique avec un névrosé. Oui, je voulais peut-être revenir sur la question du traumatisme. Et puis du j'ai pas lu le livre de Fassin, là, mais le traumatisme, comment ça s'appelle, généralisé. L'empire du traumatisme. L'empire du traumatisme. Et je pensais par rapport à, effectivement à
cette dimension abyssale de faire rentrer ça dans la parole, en tout cas de cette dimension du vivant à réduire à la parole, je pensais au dispositif par rapport au traumatisme, c'est-à-dire ce qui est mis en place maintenant, c'est-à-dire effectivement les traumatismes, ils sont désignés enfin, par les médias, par voilà, un traumatisme, c'est ça, c'est une bombe qui explose, c'est je sais pas quoi, l'accident d'avion, et puis les psychologues sont sur place. C'est la cellule psychologique, c'est-à-dire il y a donc il y a cette espèce. Alors à quoi effectivement, alors il y a cette espèce de notion. Il faut parler et en même temps, c'est justement pas de parole dont il s'agit, d'une certaine manière. Il y a une espèce de vidage obligatoire. Qui doit être fait avec la garantie que ça permettra de passer à autre chose. Oui. Donc ça c'est quand même intéressant parce que dans le fond ça... Quoi faire de ça? Parce que dans le fond les gens reviennent parfois bien des années après, on a l'impression quand même d'avoir passé comme ça très rapidement sur quelque chose. Donc l'important c'est aussi par rapport à ce que dit Ferenczi, il faut faire quelque chose pour les gens qui sont comme ça face à quelque chose de... Absolument. Alors bon, moi je pense que c'est important. Donc j'ai dit dans le début de l'exposé que la séance pouvait être un traumatisme et qu'elle peut même être un traumatisme sans que ça soit une histoire de traumatisme. Et que je pense que ta question est très importante puisqu'elle pointe le fait, je vais reprendre quand même ce que j'ai dit parce que ça me semble, le fait que le traumatisme ferencien ou freudien du premier temps, c'est un traumatisme où il y a un voile. Et le traumatisme, comme je l'ai dit, c'est le fait qu'on lève le voile et que derrière le voile, il n'y a rien. Le traumatisme, mettons, après 1920, avec la guerre, avec la mort, avec le réel de la mort, le traumatisme, c'est un dévoilement du réel. Et le traumatisme contemporain, qui est proclamé d'emblée comme traumatisme, avant que les gens aient eu le temps de savoir s'ils le vivent, c'est un traumatisme, comment est-ce qu'on peut dire, où le voile, je dirais même pas que j'ai dit tout à l'heure, il a été levé. C'était un traumatisme sans voile. Et que le maniement du traitement du traumatisme, c'est tout à fait l'inverse de la question posée par Ferenczi ici ou du premier Freud. C'est-à-dire, l'idée, c'est on lève le voile pour faire sortir la vérité. Et nous, on est dans des situations où le traumatisme est mis d'emblée par l'empire du traumatisme, par une société qui a une pensée centrée sur le traumatisme, ou au contraire, il faut remettre un voile, il faut mettre un voile, pour que le rien trouve sa place au-delà du voile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en termes concrets? C'est que le premier temps, moi je reviens toujours à cette idée qu'il y a plusieurs temps du traumatisme et qu'on ne peut pas penser le traumatisme en dehors d'une certaine temporalité. Le premier temps du traumatisme sans voile, qui est très différent du traumatisme de ce texte, le premier temps du traumatisme, il est, comme Freud l'a pensé, un effroi. Et qu'il y a là, on ne sait pas ce que le sujet manifeste en effroi, et qu'on devrait refaire une clinique de l'effroi. Et que c'est très compliqué de comprendre ce que c'est que l'effroi. C'est une effraction, c'est un excès du vivant. Pour moi, quand je parle aux étudiants, je reprends toujours le cas de ce jeune qui m'a tellement impressionné, qu'on connaît, que certains connaissent, parce que j'en avais souvent parlé, mais je ne peux pas dire mieux. Donc il part en voiture avec son père, sa mère, son frère et son chien en vacances en Espagne. La voiture, la nuit, on ne sait pas ce qui se passe dans la voiture. Est-ce que le père s'est endormi? Est-ce qu'il y a eu des disputes dans le couple? Est-ce que les enfants faisaient du chien derrière? Est-ce que le chien montait sur le siège avant pour lécher? On ne sait pas. La voiture glisse et tout le monde meurt, sauf lui qui n'a, comment dire, aucune blessure.
Les parents et le frère sont dans la morgue et tout de suite transportés en Suisse. Et lui reste une semaine dans un hôpital, il ne sait pas que ses parents sont morts. Là-dessus, il arrive à l'hôpital, c'est le prof de pédiatrie qui décide de lui parler, parce que comment on peut dire ça à un enfant? Et ce prof de pédiatrie m'appelle tout de suite après en disant il faut absolument que tu le vois immédiatement. C'est vrai que je me souviens encore de ces paroles, si vous voulez. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'étais au courant qu'il devait lancer. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit, rien. Ça, c'est la leçon du traumatisme. Cet enfant n'a manifesté rien du tout. Pendant des jours et des jours, aucun signe de quoi que ce soit. Son seul truc, c'était très métaphorique déjà, c'est qu'il essayait de traiter peut-être quelque chose avec ça. C'était l'époque du mondial, et il y avait des petits cahiers où il faut coller les photos, et il devenait fou d'énervement quand il ne trouvait pas la photo d'un footballeur. Lui qui n'avait plus personne dans sa famille, il était très occupé à mettre que chaque case du petit journal du mondial soit remplie par une photo. Ensuite, il est venu chez moi en consultation. Mon bureau à ce moment-là était proche d'un marchand de vélo, et les consultations, il les faisait avec son vélo. Il avait acheté un vélo et on ne s'occupait que du vélo. C'est-à-dire, est-ce que la chaîne est assez tendue? Est-ce que la graisse, il y en a trop ou pas assez? Tu penses quoi des freins? Donc c'est un enfant qui avait 7 ans. Discussion, lui, vivant un drame absolu, recueilli par la famille d'accueil qui était juste en face de sa maison. Donc dans la nuit, sous les étoiles, il voyait la silhouette de sa maison, noire, avec les scellés mis par la justice et le notaire, justice de paix, parce que il était le seul héritier. Donc, si vous voulez, une énorme période de blackout, de soustraction de pensée, je ne sais pas comment appeler ça, oui, peut-être. Et moi, quand même, avec cette histoire de vélo, un jour, je me suis dit, je ne tenais plus, j'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même parler de quelque chose qui t'est arrivé? Ah, tu viens quand même ici parce que tu as perdu tout ça. Et là, il m'a dit juste un truc, une métacommunication. Il m'a dit, si je parle, je disparais. C'est-à-dire que ma parole, le flux du vivant, la tristesse, l'effraction va sortir. Et j'ai compris que l'effraction, elle n'est pas toujours directement là où les cellules psychologiques sont, directement à la sortie de l'aéroport. L'effraction, elle est déjà différée dans l'après-coup. Et que parfois, déjà, l'après-coup du traumatisme, c'est déjà un travail de traitement imaginaire et symbolique du traumatisme. Pas que le traumatisme est après-coup, c'est que commence le traitement imaginaire et symbolique. Ensuite, cet enfant est monté sur le mélèze, dans son jardin, jusqu'à la dernière branche, tout en haut. Le mélèze est un arbre d'où on glisse. Je ne suis jamais monté sur un mélèze. Mais enfin, j'ai compris ça. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus monter, plus descendre, et que s'il descendait, si vous voulez, ce avec quoi il a pu s'accrocher pour monter, devenait un truc pas possible. Donc les pompiers sont arrivés. Donc il a fait un acting out, une mise en scène d'une situation de mort, de danger, qui lui a permis de commencer à parler des choses. C'est-à-dire qu'il a dû inventer ou rencontrer des contingences ou des acting out qui, petit à petit, lui ont permis de, dans cette immensité vide, dans ce fait qu'il n'y avait rien, et qui est ça le traumatisme, mettre des représentations, mettre des choses. Et un jour, et c'est là que le travail a commencé, il a passé le week-end chez sa grand-mère, et que sa grand-mère lui a dit, n'est-ce pas, il lui a montré les photos de l'accident, c'était la grand-mère maternelle, il lui a montré les photos de l'accident, elle était très excitée, elle avait bu un peu de vin. Moi je comprends tout à fait cette femme qui vit un naufrage pareil, enfin bon,
j'ai pas d'affectivité ferencienne par rapport à elle, ni haine, ni culpabilité, ni amour, mais elle a dit, elle a dit, ton père a tué ma fille. C'est-à-dire qu'elle a fait une sorte d'interprétation situante qui a été un déclenchement de pensée chez lui. Parce qu'à ce moment-là, il a dit, mais comment? Elle dit n'importe quoi, parce que moi j'ai perdu mon père, ma mère, mon frère et mon chien, et elle a perdu seulement sa fille, elle viendrait me dire quelque chose, et puis, comme elle l'a mis dans une dimension conflictuelle. Le deuxième temps du traumatisme, qui est un temps du sens, qui est un temps de l'histoire, qui est un temps des générations, qui est un temps de traitement symbolique et imaginaire, et qui, dans ce deuxième temps, s'opère un autre type de traitement du traumatisme, jusqu'au troisième temps, qui est pour moi un temps très difficile et qui prend beaucoup de temps, qui est le temps de la sortie du traumatisme, c'est-à-dire d'un acte, d'une coupure, d'une sortie, de quelque chose d'autre, et de sortir du côté du traumatisme comme explication à tout faire. Alors, Ferenczi, pour moi, ce texte est très intéressant comme texte sur le deuxième temps du traumatisme. L'identification à l'agresseur, l'amour de la victime pour le bourreau, la dimension de l'idée, comme il dit, d'une béatitude pré-traumatique. C'est tous les pièges du traumatisé qui pense, parce que c'est la pensée qui est comme ça. C'est-à-dire que si je n'étais pas sorti à ce moment-là, si j'avais bu un café de plus, je n'aurais pas eu cet accident. Tout le monde fait ce type de raisonnement qui installe des choses de béatitude pré-traumatique, qui installe une narrativité, qui installe des représentations, qui installe une conflictualité, qui ensuite doit être libérée de l'explication traumatique. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas penser le traumatisme sans penser différents temps, et que Ferenczi, d'un peu dans ce texte, évacue le temps de l'effroi et évacue le temps de la sortie, restant beaucoup dans l'idée de tout ce qui se passe entre la remise en jeu du traumatisme. Vous voyez, c'est vraiment le deuxième temps. La fin du texte que je n'ai pas commenté, parce que je trouvais que j'avais assez parlé, le deuxième temps, c'est le deuxième partie du texte, c'est l'idée de la confusion de langue entre l'enfant et l'adulte, et de sa remise en jeu dans la cure. Donc il y a eu le langage de la tendresse chez l'enfant, le langage de la passion chez l'adulte, il y a eu un abus, il y a eu l'amour passionnel, les punitions passionnelles, et il fait la troisième dimension, c'est très bien, hein, terrorisme de la souffrance. Je trouve que c'est trois magnifiques catégories sur le traumatisme. L'amour passionnel, c'est-à-dire l'excès de passion au lieu de l'amour parental, les punitions passionnelles, c'est-à-dire l'excès de désordonnement de quelque chose qui ne peut pas être rattrapé, et le terrorisme de la souffrance, c'est-à-dire tous les conflits familiaux qui fait que, au fond, le sujet se trouve à devoir, finalement, c'est ce qu'il dit, folie des parents, dans le terrorisme de la souffrance, les parents malades mentaux, fous, transforment les enfants en psychiatres, c'est ce qu'il dit. Et, au fond, les faits soignants de leurs propres parents. Ils sont comme des fruits tapés trop mûrs, c'est-à-dire ils mûrissent trop vite. C'est tellement juste. Ferenczi, ce texte, je dis, il regorge de choses extraordinaires. L'histoire, c'est que l'enchaînement, donc il n'aurait pas dû avoir une anémie, il aurait dû vivre peut-être 10 ans pour déplier tout ça, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose, mais là il a ramassé dans cette lutte avec Freud sur l'histoire du baiser, et toute cette agression de tous les analystes, il a voulu faire une sorte de leçon clinique, trop centrée sur l'hypocrisie professionnelle, alors qu'il a dit des choses dans la partie finale du texte formidables. Pour moi, la béatitude très traumatique, l'amour de la victime pour le bureau, l'identification à l'agresseur, l'hypermaturité du traumatisé, le fait que l'enfant de parents malades mentaux devient le psychiatre de ses parents, c'est tout dans le deuxième temps du traumatisme. C'est tout dans le temps du sens, de l'histoire, avec la causalité psychique.
Mais il ne pose que dans ces dimensions-là, en écartant la dimension de l'effroi et en écartant la dimension de la somatique. Si j'ose changer de sujet pour faire référence à une autre partie de ta présentation, c'est quand même, je remarque que chaque séminaire qu'on a eu sur Férenczi, il y a un moment qui est rituel, c'est on tape sur Freud parce qu'il a engueulé Férenczi à cause de la scène du baiser. Je crois qu'il n'y a jamais eu une présentation sans qu'on passe par là. Et j'aimerais quand même dire que moi, les quelques fois où j'ai vu un collègue dans un grand congrès taper sur la distance, taper sur la froideur, parler de l'hypocrisie du thérapeute, il faut que je fais aussi partie d'une commission éthique, et chaque fois presque, je me suis retrouvé avec une plainte éthique grave. C'est-à-dire que quand même l'idée de thérapeutes qui disent mais il faut absolument coconner ses patients, je parle juste au niveau affectif, donc, au niveau du discours, c'est que affectif, c'est quand même vrai que dans la pratique réelle du thérapeute, souvent on arrive à des débordements sexuels réels et souvent répétitifs. Et je ne sais pas comment, tu avais posé la question de quelle attitude, quel aspect de la théorie du contre-transfert, oui, quelque part génère dans, je crois, presque toutes les écoles de psychothérapie. Je ne crois pas qu'il y ait d'ami qui est plus à l'abri que l'autre, mais c'est quand même vrai que la thèse, disons, de Ferenczi que Freud gronde quand même, ben c'est vrai que ces craintes, elles ne sont pas infondées. Oui. Moi, je pense que c'est justement la question que j'ai mis en début de l'exposé, en disant est-ce qu'il y a une certaine idée du contre-transfert, c'est-à-dire de la mise en jeu de la subjectivité de l'analyste, qui serait une pente plus ou moins glissante vers des passages à l'acte dans l'analyse. Et que je m'étonnais de la présence dans certains types d'écoles, je ne sais pas si tu es dans ce type de débat, il y a des livres entiers qui traitent de ces questions-là sur le plan juridique, clinique, technique. On se dit, mais c'est quand même une question sur l'entrée en jeu de la subjectivité de l'analyste. Alors l'entrée en jeu de la subjectivité de l'analyste, elle peut être sur cette pente abusive, l'abus sexuel dans l'analyse, elle peut être aussi sur d'autres versants. C'est-à-dire que l'analyste connaîtrait le bien du sujet, que l'analyste saurait qu'est-ce qu'il faut faire pour que le patient aille mieux, que l'analyste aurait une position éducative. Alors là, tu prends un sujet très difficile et très scandaleux, mais on pourrait prendre dans des trucs beaucoup plus banaux. La psychanalyse avec les enfants suppose des dimensions éducatives, des dimensions de limite, des dimensions non analytiques, des dimensions peut-être même de sympathie, enfin de séduction, enfin, pour arriver à entrer en contact, qui sont effectivement très contraires à l'idée défendue de l'analyse. Que quelqu'un qui se fait comme ça, quand même, bon, parce que c'est vrai que ces lettres que je vous ai lues au début, si on met Freud en position d'idéal, je dis vraiment de recevoir ses choudes. Bon. Mais lui, il a quand même voulu répondre à ses collègues sur ce que tu dis, à mon avis, c'est-à-dire une dimension d'hypocrisie. Ce problème est présent. Alors, si on le dit dans l'abus sexuel, c'est un truc énorme, mais il est présent dans des tas de petites choses. Et il y a un moment où les idéaux analytiques, comme dit Lacan, l'authenticité, l'indépendance et l'amour génital, ces idéaux analytiques peuvent être imposés aux patients et recouvrir une dimension de confusion de langue entre l'analyste et l'analysant. Pour moi, il aurait dû appeler ce type confusion de langue entre l'analyste et l'analysant. D'ailleurs, c'est ça qui est contenu, parce qu'il a dit entre l'adulte et l'enfant. Mais l'enfant qui met en jeu, comme vous le savez dans la deuxième partie, pour ceux qui ont lu cet article, c'est l'enfant, le nourrisson savant, c'est l'enfant de l'infantile, c'est l'enfant du narcissisme de l'adulte, c'est l'enfant plein de potentialités. La confusion de langue, elle est bien entre l'analyste et l'analysant. D'ailleurs, le titre était
les passions des adultes et leur influence sur le développement sexuel et caractériel des enfants. Oui, il met toujours l'enfant. Il aurait pu ne pas mettre l'enfant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, j'en ai Une dernière. Je Alors, pense que c'est toutes les questions, j'en pose une. Parce que quand même, j'ai l'impression que, comme vous dites, en général, on n'aime pas trop la position de un peu Freud. plus fort. On n'aime pas trop la position de Freud, ça fait un peu papa ou maître, éventuellement, qui corrige, qui a la toute-puissance et qu'on aimerait bien un peu châtrer ou contredire, je ne sais pas. Il y a quelque chose de ça. Hein. Olivier, excusez-moi une seconde. Juste avant, comme je vois qu'il y a des personnes qui s'en vont, je signale tout de même que, vu que le cycle est bien parti là, mais un peu un point central, la prochaine réunion donc, aura lieu ici le 15 avril. Elle mettra en fait, son thème sera le genre de la correspondance, dont François Fermé a dit quelques mots tout à l'heure. Et elle sera donc les deux principaux protagonistes, enfin les deux protagonistes seront Vincent Barras et Jacques Gasser, et ce sera donc l'avant-dernière, puisqu'après, enfin avant-dernière, il y en aura une autre avec le professeur Hénal, et la dernière, comme je vous l'ai annoncé, avec Serge Préfet, qui aura lieu le 16 juin. Donc, je ne vais pas vous énumérer toutes les dates, et pour savoir qu'effectivement dans le cycle, donc, ça continue, la prochaine aura lieu le 15 avril. Olivier Claire a la question. Juste là, moi je pense qu'il y a quelque chose que tu relevais hier soir, qu'on a discuté un peu plus, mais qui mérite d'être mis en exergue. C'est un peu désagréable, mais on est toujours mal à l'aise de le faire, mais je pense qu'il y a une chose qui est très efficace dans ce que dit Ferenczi tout au long de ses lettres, et que Freud lui tire les oreilles, c'est que il est, comme Marlène le relevait très sèchement et très simplement hier soir, il n'est pas allé au bout de son analyse du tout. Il a fait, comme dirait quelqu'un que je connais bien, une analysette, des petits bouts comme ça, mais le problème c'est comment est-ce qu'il a pu avoir cette place, cette histoire, alors de regarder par quel chemin c'est passé. Je dirais que quand c'est un type comme Reich qui déconne, puisque c'est ce que Freud lui dit, quand il lui tourne le dos, vous déconnez. Il est très fâché pour qu'il fasse à un intime, au type qui était le plus proche de lui. C'est qu'il y avait quelque chose qu'il estimait très grave. Et Freud n'a pas l'air d'être un ayatollah et un extrémiste, je veux dire. Dans toutes ses correspondances, dans ses écrits, il reste assez réglé. Ce qu'il dit à Ferenczi, c'est vous n'êtes pas du tout réglé et vos théories, c'est ça le télégramme. C'est du délire. C'est-à-dire, désolé monsieur, vous voulez réparer les gens. Et comme on dit chez les Lacaniens, on ne répare pas, on sépare. On sépare les registres, on sépare la parole de son effet, tout ce qu'on veut. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il a raison quand même de le gronder un peu et de lui dire monsieur, vous êtes encore à la puberté, désolé, faites votre analyse. Bon, il accuse de faire une deuxième puberté. C'est vrai que c'est frappant, et puis que comme je trouve que ça donne un côté explicatif. C'est ça que j'ai dit, c'est qu'il faut aussi séparer ce texte de la correspondance. Parce que la correspondance nous donne une sorte de clé d'interprétation qui écrase la force de ce texte. Par contre, je dirais que c'est tellement frappant ce que dit Freud qu'on oublie de dire que jusqu'au dernier moment, il lui demande de présider l'association psychanalytique internationale et que c'est Ferenczi qui refuse et que Freud tient à ce qu'il dirige. Et comme Ferenczi refuse, Freud lui écrit en disant « Posez votre question à la tribune et ne créez pas une autre école. Laissez le conflit œuvrer dans mon association et pas créer une autre association. » Donc ça, c'est quand même important parce qu'il y a ces attaques très personnelles, mais qui sont aussi fonction de leur lien. Il y a vraiment, quand Lacan dit Ferenczi c'est fils-père, il y en a un qui s'est mis en fils et l'autre en père. Donc, est-ce que Freud s'est vraiment mis en père? Est-ce qu'il a accepté cette position? Il ironise beaucoup, mais il ne se prend pas pour le père de Ferenczi, je pense. Non, il ne se prend pas pour le père de Ferenczi, par contre il interprète à Ferenczi, qui prend une position de fils, et il lui dit ne soyez pas d'accord à la tribune, et devenez président. Tout en lui disant vous faites votre puberté, vous avez vos enfants, parce que j'ai cette phrase extraordinaire, vos enfants
des enfants fantasmatiques. Hein. On va finir sur la phrase qu'il lui écrit le 12 mai 39, le 12 mai 32. Il lui dit, vous devez abandonner l'île des rêves où vous demeurez avec vos enfants fantasmatiques et vous mêler de nouveau du combat des hommes. Oui, c'est parfaitement cohérent avec un passage de correspondance qui est intime, où il joint vers ici de façon très indirecte, disons, mais c'est exactement ce que tu dis, allez à la tribune. Il lui dit, mais tout ce que vous faites là, est-ce que vous oseriez le dire en public? Ou est-ce que c'est caché, toute cette technique-là? Et un long passage, je lui dis, allez-y, dites que oseriez. Peut-être on va terminer là-dessus. Effectivement, il y a quand même, c'est vrai que cette interrogation extraordinaire de Ferenczi par rapport à sa responsabilité comme psychanalyste, c'est vrai que là, on arrive à un point où finalement il disparaît de cette position à la fin. Mais bon, moi je vous propose donc, il retourne au verbe paradis des amours enfantines, comme dirait l'autre. Je vous propose donc de se retrouver ici le 15 avril à 19h, à l'invitation d'Anthropanalyser, ici pour Anthropanalyser, et de Renato Seider. Et on se retrouvera ici avec Vincent Barras.